Bonjour, troisième épisode consacré à l'arithmétique modulaire, un quatrième chapitre donc de l'introduction à la théorie des groupes. Alors, ce troisième épisode, rappelons ce qu'on a vu, on a défini dans les deux précédents la notion de congruence modulo n et de classe modulo n. Et on a défini comme ça un anneau. Alors reprenons l'exemple précédent. Ici c'est z sur 12z, il est constitué des 12 classes modulo n, c'est-à-dire qu'on a décidé ici de ne plus faire la différence entre tous les multiples de 12. Tous les multiples de 12 sont décrétés comme étant 0. Ce 0 là en fait représente l'ensemble des multiples de 12. 1 c'est l'ensemble des multiples de 12 plus 1. 7 c'est l'ensemble des multiples de 12 plus 7, etc. L'addition est héritée de celle de z, elle se comporte très bien, ça c'est l'addition des heures comme on a l'habitude, c'est pas quelque chose de très difficile, si on prend il est 5 heures, dans 7 heures il sera midi. Il est 9 heures, dans 3 heures il sera midi aussi, pardon, il est 9 heures, dans 5 heures il sera 2 heures. Donc ça c'est l'addition usuelle, et pour la multiplication on s'aperçoit qu'il y a énormément de diviseurs de 0. C'est-à-dire dans cette partie-là, la partie où on ne multiplie pas par 0, on supprime la première ligne et la première colonne, qui sont de toute façon égales à 0, ça c'est le cas pour tous les corps, il faut la supprimer, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quand même des diviseurs de 0 qui restent, et donc tout ça doit être éliminé. Et il ne reste que 4 éléments qui ont un 1 dans chaque ligne et chaque colonne, donc il y a 1, 5, 7 et 11 qui sont inversibles. Et tous les autres, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, sont non inversibles. Ce sont des diviseurs de 0. Et pourquoi ça? On constate que simplement 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10 sont des multiples de 2 ou de 3, et que 12 lui-même est aussi un multiple de 2 ou de 3. Donc ça nous suggère la propriété suivante, c'est que si un nombre est premier avec n, alors il est inversible, modulo n. Alors il va falloir préciser ce que c'est que la notion de 1 premier avec, et plus généralement, on obtiendra par la suite la notion de PGCD, qui est une notion centrale dans la théorie de l'arithmétique modulaire. Et une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on aura la notion de PGCD, c'est-à-dire c'est l'épisode d'aujourd'hui qui va se consacrer à la construction de cette notion et aux méthodes de calcul, dans l'épisode suivant, nous pourrons démontrer ce théorème et en tirer les conséquences. Alors, d'abord, pour introduire le PGCD, il faut savoir ce que veut dire divise. Alors, un entier D divise un entier A si dA est en fait D fois K, c'est-à-dire un multiple de D. Il existe un cas tel que ceci. Alors on note cette propriété D barre verticale A, c'est une notation courante, qui parfois entre en collision avec la notation pour les ensembles. Donc il faut juste savoir, en maths, il faut toujours faire attention au contexte, parce que des fois quand on décrit un ensemble, on peut se retrouver avec une barre verticale qui signifie divise, en même temps qu'on a une barre verticale qui sépare les objets de l'ensemble, de la condition qu'ils doivent satisfaire. Bon. Et on trace la barre quand on veut dire que D ne divise pas A. Alors, les propriétés, disons, de cette division. Propriété extrêmement facile, la première, c'est que 1 divise A. Oui, 1 divise n'importe quoi, parce que A, c'est 1 fois A. Ça, il n'y a pas de mystère. A divise 0, c'est-à-dire si vous prenez n'importe quel nombre, il divise automatiquement 0, puisque A fois 0, ça fait 0. Et même 0 fois 0, ça fait 0. Donc 0, en fait, divise bien quelque chose. 0 se divise lui-même. C'est le seul nombre qui peut dire, c'est le seul nombre que 0 divise, c'est 0. Et en fait, ça c'est bien, il faut bien faire attention, il s'agit de la notation de divise. On ne dit pas que le calcul peut être effectué, on ne dit pas que l'on sait diviser un nombre par un autre, on dit simplement qu'il le divise. Donc c'est un constat, c'est pas, disons, un calcul. On ne dit pas que c'est possible. 0 sur 0, c'est toujours quelque chose qui n'a aucun sens. Néanmoins, 0 divise 0. Juste
Pourquoi 0 sur 0 n'a aucun sens? Parce que 0 fois 1 c'est 0, 0 fois 2 c'est 0, 0 fois 3 milliards c'est 0, 0 fois 1 googolplex c'est 0, 0 fois le nombre de grammes c'est 0, 0 fois 3 of 3 c'est 0. Des nombres, n'importe quel nombre en fait, multiplié par 0 donne 0, donc 0 sur 0 n'a aucun sens parce qu'on ne sait pas que répondre à cette question. Par contre, on peut dire que 0 divise 0. A divise A, ça c'est une propriété extrêmement facile. Hein. Si A fois 1 c'est A, hein, donc il n'y a rien à chercher dedans, hein, les entiers se divisent eux-mêmes. Donc ça c'est des choses extrêmement simples. Donc notez 1, la A, disons, ça veut dire que la relation divise est réflexive. 1 divise A, ça veut dire que 1 c'est un peu le plus petit élément, et A divise 0, 0 est le plus grand élément. Maintenant, est-ce qu'il y a une transitivité? Oui. D divise A et A divise K, ça entraîne bien que D divise K. Ainsi, A, ça veut dire que A c'est, disons, U fois D, que K c'est V fois A, et bien ça veut dire que K c'est UV A, UVD, pardon. Donc, on a la transitivité. D divise A et A divise D, donc ça veut dire que D c'est un multiple de A et A c'est un multiple de D. Donc A c'est KD, puis D c'est K'A. Ben, comme A et D sont simplifiables, on obtient que KK' doit être égal à 1, donc soit ils sont tous les deux égaux à 1, soit tous les deux égaux à moins 1, d'où la propriété que D c'est plus ou moins A. Donc le seul moyen pour que deux nombres se divisent entre eux, dans les deux sens, c'est qu'ils sont plus ou moins eux-mêmes. Ensuite, si on a un nombre D qui divise A et B, alors il va diviser leur somme. Ça, il n'y a aucun mystère, hein. C'est la propriété qui est utilisée ici, c'est simplement la mise en évidence, donc la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. C'est-à-dire, si A et B sont des multiples de D, ben A plus B, on peut mettre un multiple de D en évidence. Maintenant, si D divise A et que K est un entier quelconque, ben D va diviser tous les multiples de A. Voilà, ça c'est pas un mystère. Alors repassons juste rapidement en revue, hein. On a une relation qui est symétrique, qui est transitive, réflexive, qui n'est pas symétrique, elle est juste pas symétrique à cause de ce plus ou moins. Alors si on ne se concentrait que sur les nombres que sur les nombres positifs ou nuls, alors on aurait une relation d'ordre. Et ce serait une vraie relation d'ordre, aucun problème, quand on se restreint au positif, c'est le cas, et 1 serait le plus petit élément, qu'on appelle l'élément initial, et 0 serait le plus grand élément, ce serait l'élément final. Et puis finalement, bon, la division se comporte bien avec les opérations usuelles. Alors, si on va considérer, hein, parce qu'on avait vu, donc, on veut ce théorème-là, on veut regarder l'ensemble des diviseurs des objets. Donc on va noter l'ensemble des diviseurs de A, grand D de A, c'est tous les objets, tous les nombres positifs ou nuls. Alors on se restreint au positif ici, c'est important parce que se restreindre au négatif, on ne fait qu'une copie, et puis cette copie donc est juste embêtante à cause de cette propriété-là. Donc on va se restreindre au nombre positif, et l'ensemble des diviseurs, donc c'est tous les D qui divisent A. Être un nombre premier, c'est une notion assez facile, en fait, ce sont les éléments atomiques, c'est-à-dire les éléments qui sont juste plus grands que l'état initial, mais plus petits que tous les autres, c'est-à-dire un nombre est premier si et seulement si il a deux diviseurs exactement. Alors on ne veut pas de l'élément initial, donc on ne veut pas que ce soit 1. Maintenant, si on prend deux entiers, ils peuvent avoir leur diviseur commun. On va regarder grand D de AB. L'ensemble de tous les diviseurs communs, c'est tous les entiers positifs qui divisent à la fois A et B. Alors pourquoi je tolère les entiers nuls, hein, c'est au cas où il y en a un des deux qui est nul, ou les deux sont nuls. Hein. Et maintenant, premier entre eux, hein, donc c'est x est premier avec n, j'essaie d'expliquer cette chose-là. Deux nombres sont premiers entre eux si en fait l'ensemble de leurs diviseurs communs c'est juste 1. Voilà.
Donc pas de mystère, hein, ça correspond donc à notre notion usuelle. Pour ceux qui connaissent déjà la notion de premier entre eux, de diviseur commun, c'est exactement la définition usuelle. Alors, quelques propriétés, on va se concentrer sur celui-ci, hein, parce que, regardez, prenons ça. L'ensemble des diviseurs de 0 et de A, c'est juste l'ensemble des diviseurs de A, puisque n'importe quoi divise 0, ce critère ici n'a aucune importance. Donc c'est pour ça qu'on peut juste parler des diviseurs de deux entiers, les diviseurs communs à deux entiers, ça entraînera tout ce qu'on veut sur les diviseurs d'un seul entier aussi. Maintenant, être diviseur de A et de B, c'est aussi être diviseur de B et de A. Aucun souci. Être un diviseur de 1 et de A, c'est automatiquement être 1. Parce que 1 n'a qu'un seul diviseur, c'est 1. Mais en fait, 1 est toujours un élément des diviseurs. 1 divisant n'importe quoi, il est toujours un diviseur commun de deux nombres. Et cette propriété qui est ici, de bien se comporter avec la somme et le produit, ça entraîne ça. L'ensemble des diviseurs de A, B, l'ensemble des diviseurs de A et de B, c'est l'ensemble des diviseurs de A plus KB et de B. Alors pourquoi ceci? C'est extrêmement simple, il est clair que tout diviseur de A et de B va diviser A plus KB et B, donc il va être là-dedans. Et si c'est le cas, réciproquement, on peut encore réutiliser cette propriété et utiliser A plus KB moins KB, puis on montre que ceci est contenu là-dedans. Maintenant, cette propriété, elle entraîne quelque chose sur le reste, en fait. Parce que le reste, il s'exprime comme ça. Donc si le R est le reste de la division euclidienne de A par B, alors l'ensemble des diviseurs de A et de B, c'est l'ensemble des diviseurs de B et de R. Et ça, c'est le début de l'algorithme d'Euclide. Ça va être notre point d'attaque pour définir, pour construire, calculer le PGCD. Alors, le PGCD, il y a une question qui fâche, c'est sa notation. Si on en cherche les sources officielles, ça s'appelle PGCD, plus grand commun diviseur. Et il y a parfois des gens, certains enseignants qui disent plus grand diviseur commun et qui apprennent à leurs élèves PGDC. Désolé, cette chose-là, je la note là, mais elle me dégoûte un peu. PGDC n'est pas le terme officiel, ça a toujours été PGCD, il n'y a pas de raison d'en changer. Surtout qu'en anglais, c'est Greatest Common Divisor, GCD, donc dans le même ordre, PGCD et GCD. Donc on va continuer à l'appeler PGCD. Vous pouvez l'appeler PGDC si vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut juste être au clair que ce n'est pas la notation courante. Alors, le plus grand commun diviseur de deux nombres, A et B, c'est le plus grand élément c'est le plus grand diviseur qu'ils ont en commun, donc c'est assez direct, mais ça veut dire que c'est le plus grand élément de DAB. Donc ce qu'on avait défini là, à côté. Mais c'est le plus grand élément pour la relation divise. Alors, tout va bien, pour les nombres non nuls. Dès que c'est non nul, il n'y a pas de problème. Mais le plus grand élément, quand il y a un 0, c'est 0. Donc ça veut dire que le PGCD, par exemple, de 0, 0, ce sera 0. Le PGCD de 0, 1, ce sera 1, il n'y a pas de souci. Et le PGCD de 2, 0, ce sera 2. Mais c'est juste pour le cas 0, 0, il faut bien faire attention à ça. Donc normalement, il n'y a pas de problème, mais juste en pratique, c'est bien la relation divise et pas la relation plus petit ou égal de taille des nombres. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la relation divise. Alors, un premier théorème, d'abord, c'est que le plus grand commun diviseur existe. Alors, c'est assez facile, en fait, c'est l'algorithme d'Euclide qui va nous donner la réponse. Le PGCD de A et B, on constate c'est le PGCD de B et de R, où R, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Pourquoi ça? C'est la propriété tout à l'heure sur les diviseurs. L'ensemble des diviseurs n'est pas changé, donc le plus grand d'entre eux n'est pas changé non plus. Le reste est forcément strictement plus petit que la valeur absolue de B, et si on tombe par hasard sur 0, on sait donner la réponse, le PGCD de A est de 0, c'est A. Donc avec ça, on obtient une procédure qui est extrêmement facile. On prend deux nombres, A et B quelconques. Si B est nul, le plus grand commun diviseur c'est A,
Et sinon, on effectue la division euclidienne, ce qui nous donne un reste. Et on remplace A par B et B par le reste. Donc on a diminué la taille des deux nombres dont on calcule le PGCD. Et on revient au point 1, au point de départ. En faisant ça, puisque le reste diminue à chaque fois, les restes doivent être strictement plus petits les uns des suites des autres, en recommençant cet algorithme. Ici on a une inégalité stricte, donc ça décroît, c'est une suite strictement décroissante, mais c'est une suite d'entiers positifs ou nuls, elle va forcément atteindre 0. Et à 0, on sait donner la réponse, quand c'est 0, on connaît la réponse, c'est A. Voici donc l'implémentation en Python de cette chose-là. Donc Python, c'est un langage de programmation assez simple pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas. Les autres, vous voyez directement de quoi je parle. Donc Python, c'est un langage de programmation où il y a très peu de syntaxe. Il n'y a pas d'accolade. Et les accolades, pour ceux qui ont programmé, savent que c'est quelque chose qui nous sort par les oreilles parce qu'on en oublie toujours une quelque part et on ne sait pas où. Donc Python n'a pas besoin d'accolade, Python ne fonctionne que par indentation. Donc l'indentation, c'est les groupes. Il parle de la théorie des groupes, mais c'est les groupes d'exécution, les blocs d'exécution. Alors, ça, on prend nos deux nombres. Tant que le nombre b est non nul, on remplace a par b et b par le reste de la division de a par b. Et on recommence jusqu'à ce qu'on tombe sur 0. Et si b vaut 0, à ce moment-là, la réponse, le PGCD, c'est A. Donc voici appliqué à la main. Donc on prend 271 et 33. 271, c'est un multiple de 33, c'est pas un multiple de 33, mais c'est 8 fois 33 plus 7. 33, c'est 4 fois 7 plus 5. 7, c'est 1 fois 5 plus 2. 5, c'est 2 fois 2 plus 1. 2, c'est 2 fois 1 plus 0. Ah, stop. 0, on peut pas aller plus loin. On sait que le reste doit être 1. Et donc le BGCD de 271 et 33, c'est 1. Ils sont premiers entre eux. Alors, il y a un théorème absolument, maintenant qu'on a démontré tout ça, il y a un théorème qu'il ne faut absolument pas manquer, c'est le théorème qui est l'identité de Bézout. L'identité de Bézout, elle est extrêmement importante, on va voir ça la prochaine fois en fait, les conséquences de ce théorème. C'est que si on regarde bien, le PGCD de A et de B, c'est en fait tout ce qui s'écrit, comme un multiple de A plus un multiple de B. Donc toutes les combinaisons linéaires de A et de B donnent exactement les multiples de leur PGCD. C'est ce que ça. Si on prend un multiple de A et un multiple de B, il est divisible par le PGCD, ça c'est facile, mais en fait c'est exactement tous. Alors, si on prend n'importe quelle combinaison linéaire, ça doit être un multiple du PGCD. Ça c'est assez facile, le PGCD divise A et B, donc il doit diviser leur combinaison linéaire, U fois A plus V fois B. Donc ça, c'est pas difficile. Maintenant, il faut montrer la réciproque. Donc, il faut prouver que n'importe quel multiple du PGCD peut s'écrire comme une combinaison linéaire. Mais en fait, il suffit d'écrire que le PGCD lui-même est une combinaison linéaire, parce que tout le reste s'en déduit. Alors pour ça, le PGCD ici qui vaut 1, qu'on retrouve ici aussi ici, il faut montrer qu'il y a une combinaison linéaire ici de 271 et 33. Alors il faut remonter tout simplement l'algorithme d'Euclide et on arrive à le faire. Alors plutôt d'abord un exemple, parce que la démonstration est achevée, c'est juste qu'on arrive à remonter donc ces calculs de l'algorithme d'Euclide, mais c'est pas très clair pour le moment. Alors prenons un exemple, prenons 66 et 51, on s'aperçoit que le PGCD ici c'est 3, d'accord, parce que le reste suivant c'est 0, donc 3 il est ici, et c'est donc si on reprend cette équation, c'est 1 fois 15, c'est moins 2 fois 6, cette égalité, pardon. 1 fois 15 moins 2 fois 6. Mais 6, c'était le reste d'une division précédente, c'était le reste de 51 par 15. Donc c'est 51 moins 3 fois 15. Donc on peut remplacer le 6 par 51 moins 3 fois 15. Et si on développe tout ça, il y a des choses qui sont des multiples de 51, des choses qui sont des multiples de 15. On trouve que c'est moins 2 fois 51 plus 7 fois 15. À cause du moins. Il est un peu difficile à repérer, mais c'est le cas. Donc moins 2 fois 51 plus 7 fois 15. Et maintenant,
on s'aperçoit que 15 lui-même, c'était un reste aussi, c'était le reste de la division de 66 par 51. Donc ça fait 66 moins 1 fois 51. Donc on remplace le 15 ici par ça, et on s'aperçoit qu'on n'obtient que des multiples de 66 et 51. Ça fait C fois 66 moins 5 fois moins 9 fois 51. Et on a trouvé donc ce qu'on voulait, c'est donc UA plus BV, qui donne leur PGCD, plus VB. Et donc on a ici l'identité de Bézout, on a bien exprimé le PGCD qui était 3 comme une combinaison linéaire de 66 et 51. Alors, de façon générale, il y a une implémentation, disons, de l'identité de Bézout. C'est assez facile, voici comment on le fait en Python. Alors il faut retenir, si on a bien regardé les exemples précédents, il faut retenir la liste des quotients, ils interviennent. Donc il va falloir remplir, on va appliquer l'algorithme d'Euclide, mais au lieu de se souvenir uniquement du nombre et du reste, il va falloir se souvenir aussi du quotient. Donc voici une liste dans laquelle je vais mettre les quotients. Ici j'applique l'algorithme d'Euclide, non seulement je l'applique, mais en plus j'ajoute les quotients successifs dans la liste. Voilà. Maintenant, si on arrivait tout au bout ici, si on arrivait tout en bas, il est assez clair de ce qu'il faut choisir est assez clair. Il faut choisir U égale 1, V égale 0. Bon, mais à partir de ceci, à partir des quotients successifs, U et V vont changer. Donc, on prend, tant qu'il nous reste des quotients à considérer, on modifie U et V. Le nouveau U, c'est l'ancien V, et le nouveau V, c'est U moins le quotient de ce niveau fois V. Puis on applique ça en boucle et on retourne à la fin U, V et puis A, donc U, V, L, P, G, C, D en fait. Donc voici un exemple sur 271 et 33, donc c'est l'exemple qui est ici. Voici donc les A et B successifs avec les quotients, la liste des quotients successifs. Donc le premier quotient c'était 8, puis 4, puis 1, puis 2, puis 2. 8, 4, 1, 2, 2, c'est juste. Et maintenant, on va reprendre donc cette liste de quotients et aller à l'envers. Donc U, c'est 1, V, c'est 0. Et ici, on a cette liste de quotients. On va prendre ce 2-là, et on va dire U, c'est V. Et V, c'est U moins 2 fois 0. Donc ça fait 0. Ensuite, 1, c'est V. Et V, c'est U, qui est 0, moins 2 fois 1, donc moins 2. U maintenant, c'est V, donc moins 2. Et V, ça va être U, 1, moins 1 fois moins 2. Donc ça va faire 1 moins 2, donc 3. U, c'est 3. Et V, c'est U, donc moins 2, moins 4 fois 3. Donc moins 2 moins 4 fois 3, ça va faire moins 2 moins 12, moins 14. U, c'est V. Et donc moins 14. Et U, et V, pardon, ça va être U, donc 3, moins 8 fois moins 14, ce qui nous donne 115. Et donc on a trouvé que moins 14 fois 271 plus 115 fois 3 égale 1. Voilà pour l'identité de Bézout. Et vous pouvez vous amuser à appliquer cet algorithme et vérifier les différents résultats, ça marche toujours. Une bonne journée, à bientôt.